Les réseaux criminels sont devenus une puissance économique indissociable et indispensable au capitalisme car ils disposent des capitaux et des liquidités qui sont nécessaires pour sa viabilité. Ils sont d'ailleurs très prospères sur les marchés du trafic de la drogue, de l'exploitation de la prostitution, de la vente d'armes et ils s'étendent également à la finance internationale, par exemple par les blanchiments et les recyclages d'argent ou à la corruption des marchés publics. Or, malgré l'ampleur en fait de ce fléau, des études récentes montrent une relative indifférence de l'opinion publique européenne qui ne se sent pas concernée par ces questions en imaginant qu'elles ne concernent que des populations spécifiques ou des endroits géographiquement situés comme par exemple les banlieues des grandes villes métropolitaines ou des zones du monde comme le sud de l'Italie ou les Mexiques. En Italie, au contraire, en raison d'une histoire douloureuse en fait qui a culminé avec les attentats des années 90, la société civile est très sensible aux questions de criminalité organisée à tel point qu'elle a été à l'origine d'une loi d'initiative populaire, la loi 109 de 1996, pour la restitution aux citoyens des biens confisqués à la criminalité organisée. Ces biens, en fait, sont considérés comme des biens communs dont les citoyens, quelque part, ont été privés et qui, de ces faits, doivent être restitués à la société civile. Donc, il ne s'agit pas d'un don que l'État ferait en attribuant les biens, mais tout juste d'une restitution de biens dont la valeur équivaut en fait à la part de développement économique et social que les raisons criminelles ont quelque part volé à la société tout entière. On estime entre 30 et 40 milliards la valeur des biens confisqués qui pourraient potentiellement être réutilisés à des finalités sociales. Donc, qu'est-ce que prévoit la loi? La loi prévoit l'attribution de ces biens à titre gratuit aux organisations dont l'utilité sociale est avérée, comme les organisations non lucratives d'utilité sociale en Italie, qui sont par exemple les coopératives ou les associations. Mais les biens peuvent être également attribués, par exemple, à des anciens salariés d'activités commerciales ou d'entreprises qui ont été confisquées, à condition que ces salariés s'associent en coopérative. Toutes ces organisations, bien évidemment, doivent s'engager à destiner les biens qui leur sont attribués à des finalités sociales et d'intérêt général. Alors, bien évidemment, quand on regarde cela, on peut comprendre que les caractéristiques de cette juridiction italienne contre la criminalité est de ne pas se limiter uniquement à la dimension punitive en fait, des délits et des actes illicites, mais d'intégrer aussi des normes et des mesures qui visent les bénéfices économiques qui ont été mal acquis pour mener une action de dépossession et ensuite de réintroduction dans les circuits légaux de ces biens confisqués qui auront donc un impact à la fois sur les développements social et économique des territoires où ces biens se trouvent. Donc il y a, on voit bien, une dimension symbolique extrêmement forte et il y a aussi une dimension d'exemplarité qui va avoir, en fait, on peut l'observer depuis que la loi est appliquée, un double effet. D'une part, bien évidemment, l'affaiblissement de l'arsenal économique de la criminalité et d'autre part, l'accroissement du consensus de l'opinion publique envers l'action répressive de l'État contre la criminalité organisée. Or, la loi 106 de 96 a été amendée à plusieurs reprises afin de s'adapter de mieux en mieux aux évolutions en fait, sociétales et aussi à sa mise en application. Et notamment, par exemple, en 2010, a été instaurée une agence ad hoc pour l'administration et la destination des biens confisqués et elle a évolué jusqu'à 2017 avec ce qu'on appelle aujourd'hui les codes anti-mafia qui regroupent en fait l'ensemble des dispositifs de lutte contre la criminalité organisée dont l'attribution des biens confisqués.
Donc, les exemples de biens qui peuvent être confisqués sont multiples. Ça va des appartements, des locaux commerciaux, des cafés, des discothèques, des terres agricoles, des restaurants, des hôtels, des librairies, des magasins. Ces biens, bien évidemment, sont extrêmement nombreux et sont confisqués sur l'ensemble du territoire italien. Jusqu'en 2018, on estime qu'environ 15 000 biens ont été attribués aux organisations non lucratives sur l'ensemble de biens dont dispose à l'heure actuelle l'agence. Or, l'attribution des biens confisqués à des organisations de l'économie sociale et solidaire a bien évidemment pour but principal d'intervenir directement dans les sociales, par les biais de projets qui ont des finalités par exemple, de réinsertion professionnelle des personnes éloignées ou exclues de l'emploi, à la création par exemple de centres sociaux de quartier, à l'octroi même de services sociaux, mais également de proposer toute une série d'initiatives qui participent en fait à rétablir les liens, les formes de sociabilité, les vivre ensemble quelque part que les réseaux criminels ont anéanti en gros dans les territoires qu'ils contrôlent. Parmi ces activités, on peut dire que les activités entrepreneuriales à finalité sociale, qui sont portées par exemple par les coopératives sociales, qui gèrent les biens confisqués, produisent, en fait, constituent un point de force de ce dispositif législatif. En effet, en fait, subsiste dans l'imaginaire collectif la conviction que la criminalité est capable d'activer des dynamiques productives et quelque part qu'elle fonctionne comme un substitut de l'État social en étant pourvoyeuse de services ou en distribuant des capitaux par les biais des dépôts, des crédits, de prêts, etc. Or, cette économie illégale, bien évidemment, ne produit pas des richesses pour les populations et en plus, elle chasse les investissements sains sur les territoires. Mais il est nécessaire donc encore aujourd'hui démontrer que l'activité entrepreneuriale peut s'inscrire dans des finalités saines et légales qui ont des impacts positifs sur le développement de l'ensemble du territoire. Donc en effet, même si les poids économiques des coopératives aujourd'hui sociales qui gèrent les biens confisqués pour de finalités sociales restent, on peut dire, faibles, ces expériences ont un poids symbolique extrêmement fort parce qu'en fait, il s'agit d'une part de projets collectifs, d'autre part de projets qui ont comme finalité d'insérer par l'activité économique des personnes désavantagées et aussi de valoriser en fait des parcours entrepreneuriaux individuels et collectifs dans la légalité. D'ailleurs, on observe par des études qui en fait ça génère aussi des impacts positifs indirects sur les autres acteurs économiques locaux, même si éventuellement ils n'adhèrent pas forcément à la loi, mais au contact des différentes organisations, modifient en fait leurs pratiques et leurs objectifs. En dépit en fait de tout cet ensemble, on peut dire que les systèmes de mise en place, de viabilité, de réussite même de ces initiatives restent extrêmement complexes. Et pour cela, on observe que on va dire, les expériences qui réussissent à rester viables dans les longs termes, ce sont celles qui peuvent bénéficier en fait d'une filière économique de support, une filière solidaire, d'ailleurs d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire qui aident, qui participent en fait au développement de ces unités, où on observe aussi la nécessité pour ces acteurs de se réunir en réseau pour mieux asseoir leurs activités et renforcer leur impact, mais bien évidemment il s'agit aussi de recevoir l'appui des pouvoirs publics au niveau local comme national.
Donc, en fait, on peut dire que gérer, en fait, une forme d'entrepreneuriat alternatif demande non seulement de faire bouger les variables dépendantes de l'État, comme des lois de support, des aides, etc., ou de faire varier aussi les variables du marché par les systèmes de concurrence, de transparence comptable et fiscale, ou les questions des droits au travail. Mais il s'agit aussi, et ça paraît absolument essentiel, de faire appel aussi à des changements d'ordre culturel et social. Et c'est pour cette raison que les projets portés par les associations et les coopératives dans les cadres de cette loi ont aussi comme visée celle d'animer, par exemple, des projets de formation pédagogique ou de sensibilisation à destination d'ailleurs de publics très différents. Les jeunes et les familles, par exemple, elles peuvent se rendre sur les terres confisquées pour s'engager comme bénévoles ou pour participer à des camps sur des thématiques qui portent sur des questions environnementales, sociales et des luttes contre la criminalité. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu politique extrêmement fort en permettant en fait au plus grand nombre de personnes d'accéder à la fois aux informations, mais également aux explications nécessaires pour comprendre la portée des dégâts que les réseaux criminels produisent, et afin que ces mêmes personnes, à un moment donné, pourront être capables de s'autodéterminer pour choisir de ne pas accepter la présence de la criminalité, tout comme l'illégalité qu'ils peuvent croiser à différents moments dans leur vie quotidienne. Donc en fait, le savoir et la connaissance deviennent des moteurs du changement, aussi bien que l'activité entrepreneuriale ou l'activité à impact social. Donc on peut dire en fait que la valeur de tout ce projet, de l'usage social des biens confisqués, réside à la fois dans l'articulation des trois finalités, une finalité plutôt relationnelle, on l'a vu, une valeur plutôt entrepreneuriale et une valeur fortement politique. Or, ce dispositif italien a été adopté dans d'autres pays et en Europe, aujourd'hui, il existe depuis 2014 une directive du Parlement européen et du Conseil qui concerne le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne. Et dans son article 10, en fait, cette directive incite les États membres à prendre des mesures permettant que les biens confisqués soient utilisés justement à des fins d'intérêt public ou pour des finalités sociales. Or, malgré cette directive, les États membres européens ont plutôt tendance à ne pas appliquer cette directive, ce qui est à notre sens regrettable. C'est le cas par exemple en France, où plusieurs tentatives ont été faites pour alerter en fait les pouvoirs publics, pour porter des initiatives de loi et sensibiliser l'opinion publique sur l'urgence d'une telle législation. Ces tentatives jusqu'à aujourd'hui ont toutes échoué, malgré d'ailleurs l'existence depuis 2010 en France de la GRASC, qui est l'agence qui gère les biens confisqués à la criminalité, mais qui pour le moment a fait le choix de les mettre uniquement aux enchères. Dernièrement, en 2019, dans le cadre d'une loi pour l'amélioration de la trésorerie des associations, à l'article 4, il est prévu qu'il y ait un usage social des biens confisqués. Mais en fait, la portée de cet article des lois est extrêmement réduite par rapport à l'importance en fait, d'un dispositif législatif tel que les dispositifs italiens. Et en plus, cet article ne prend pas du tout en compte la dimension entrepreneuriale qui est essentielle en fait dans ces dispositifs, mais se limite en fait à l'attribution éventuellement des logements confisqués à des associations. Or, des réseaux associatifs tentent de faire pression sur les pouvoirs publics, comme par exemple les réseaux des mains libres ou de Crimalt, et un autre collectif, les collectifs des femmes des quartiers populaires, est allé encore plus loin en signant une tribune publique et en convoquant les médias et les pouvoirs publics sur la question de l'usage social des biens confisqués, notamment dans les quartiers populaires. Mais pour le moment, on peut dire que cela est resté lettre morte. Or, bien évidemment, moi j'espère tout de même que ça puisse un jour évoluer, que ça puisse aller encore plus vite, car cette législation me semble essentielle, à la fois pour redonner aux acteurs de l'économie sociale et solidaire des moyens concrets
pour œuvrer dans le sens de la solidarité et du développement territorial, et d'autre part également pour sensibiliser davantage la population sur l'ampleur en fait des dégâts produits par la criminalité organisée au niveau national et international.